BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. De quoi je me mêle, c'est reparti pour cette deuxième partie et voilà, je me fais plaisir. François n'est pas là cette semaine. La semaine dernière, dans la deuxième partie, il a parlé de sa passion pour le flipper. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, c'était génial avec un influenceur flipper. Moi, j'y connaissais rien, j'ai appris plein de choses. Là, cette semaine, c'est ma passion à moi. On va parler course à pied. On va parler plutôt de montres connectées pour le sport et ça faisait longtemps qu'on voulait faire un épisode autour de ces objets qui connaissent un succès mais absolument phénoménal pour les coureurs, pour les trailers, les nageurs aussi, les cyclistes évidemment. Et sur ce marché, alors il y a un géant qui domine tout, c'est Garmin que vous connaissez forcément. Et puis il y a plein de challengers qui proposent des choses très intéressantes. Il y a Suunto, il y a Polar, il y a Coros également. Et c'est cette marque que l'on reçoit aujourd'hui. Quentin Auberger, bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes, avec plaisir, directeur marketing chez Coros. Alors Coros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il n'y a pas forcément que des connaisseurs. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est une marque un peu de connaisseurs que je comparerais, si on devait faire un parallèle avec le smartphone, à OnePlus à l'époque ou à Nothing aujourd'hui, c'est-à-dire une marque qui sort un petit peu des sentiers battus, qui est vraiment connue des coureurs assidus, mais avec un positionnement un petit peu différent du reste du marché. Est-ce que vous assumez d'ailleurs cette description-là ? Alors effectivement, plus les gens pratiquent, plus ils connaissent Coros. Alors avec notre croissance, il y a de plus en plus de personnes qui nous connaissent, de coureurs qui nous connaissent. Coros, c'est déjà une marque jeune, puisque la première montre a été lancée en 2018, alors que les montres GPS sont arrivées vers la fin des années 2000, début des années 2010. Donc c'est une marque qui est encore en forte croissance, qui se développe encore fortement, qui s'est lancée au départ aux États-Unis via un concept de casque de vélo et qui est devenue une marque de montre avec l'arrivée d'investisseurs chinois. Et maintenant, alors c'est vrai que la montre connectée, je veux dire, tout le monde a sa montre connectée. On l'a vu encore au Marathon de Paris le week-end dernier. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le symbole de la transformation de la course à pied, j'allais dire presque de sport de pauvre à sport de riche. C'est-à-dire moi, quand j'ai commencé la course à pied il y a 30 ans de ça, on partait avec son vieux short, ses baskets trouées et sa montre chrono à quartz et on était très contents. Et on peut toujours faire ça, sauf qu'on se rend compte que dans les faits, les gens maintenant, ils sont suréquipés, ils ont les plaques carbone, ils ont les t-shirts techniques et ils ont forcément la montre connectée. Il y a une vraie transformation du profil du coureur en fait avec ces montres. Alors en effet, ça fait quelques années que les coureurs sont, quand on regarde les études, équipés à 95-98% d'une montre, ou alors ils vont utiliser une application sur leur smartphone. Ça va dépendre de leur niveau d'expertise, de leur niveau de développement en tant que coureur. Au début, ils vont utiliser une application. Et puis, au fur et à mesure qu'ils courent plus, ils vont investir dans une montre. Ah oui, parce que la montre, ce qui est génial, et c'est le côté addictif en fait, c'est qu'on va pouvoir traquer sa progression de manière extrêmement précise. Donc on voit ses temps évidemment, on voit l'évolution de ce qu'on appelle la VO2 max. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi de son niveau en course à pied. On voit ses temps sur les courses, l'évolution sur différents types d'entraînement. C'est quoi les fonctionnalités qui sont le plus utilisées et est-ce que les gens utilisent vraiment le plein potentiel de ces montres? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 90% des fonctionnalités de la montre qu'on utilise en fait quasiment jamais, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent où on nous dit j'ai l'impression d'utiliser 5-10% du potentiel de la montre. En réalité, les fonctionnalités sont très simples et l'idée aussi, c'est de simplifier l'utilisation de ces outils. Nous, on a à peu près 30% de nos utilisateurs qui n'avaient pas de montre GPS avant. Et donc l'idée, c'est d'avoir des affichages qu'on peut choisir, où on peut choisir uniquement de voir sa fréquence cardiaque, qui est un indicateur très utilisé, sa vitesse, sa distance et son temps, ou on peut choisir des données plus complexes. On pense au dénivelé, on pense à la cartographie. On va pouvoir tracer un chemin et puis la suivre sur une cartographie avec un fond de carte comme dans une voiture. Et ce qui va nous emmener sur des chemins, en forêt, en montagne. Et donc voilà, on a une myriade de fonctionnalités maintenant, mais elles ne sont pas toutes ultra compliquées. Quand on s'y intéresse un peu, en fait, on peut construire sa montre un peu sur mesure en fonction des fonctionnalités et des écrans. Il faut aller farfouiller dans les menus en fait, il faut s'amuser un petit peu effectivement dans les menus, dans l'application également. Alors après, il y a toujours des petits défauts ou des petites... J'allais dire, les sportifs et les sportifs technophiles encore plus sont un peu des enfants gâtés et je me mets évidemment dans le panier. On aimerait toujours que ce soit encore mieux, encore plus précis. Et sur les montres connectées, quelle que soit la marque, il y a des critiques qui reviennent tout le temps et je voulais savoir s'il y avait des axes d'amélioration potentiels. Deux choses, c'est
sur la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, il y a toujours un décalage entre la vraie fréquence cardiaque qu'on peut prendre avec un cardiofréquencemètre, qu'on peut se mettre à la poitrine, et ce qu'on prend au poignet. La fréquence est forcément un petit peu moins précise. Et la deuxième chose, c'est sur la distance parcourue. Et encore une fois, on est des sales enfants gâtés parce que avoir au poignet un objet qui arrive à trianguler 3 satellites différents et qui vous donne votre position à 10 mètres près, c'est quand même pas mal. Mais quand on est en train de faire une course, un 10 km ou un semi-marathon, parfois, en fait, on arrive au kilomètre et puis, en fait, c'est pas la bonne distance. Il y a 10 mètres de trop ou 10 mètres de passé et ça fausse tout. Donc, est-ce que, sur ce point-là, il y a des axes d'amélioration là, à venir dans les mois qui viennent ? Alors oui, sur ces 2 données, il y a eu des améliorations dans les dernières années, même dans les derniers mois. Sur la partie fréquence cardiaque, ça dépend beaucoup de la personne. Parce que ça va dépendre du poignet, ça va dépendre de la peau, ça va dépendre de la pilosité, du serrage. Et donc nous, ce qu'on a sorti, c'est un brassard cardio qui se met au bras, là où l'artère est plus grosse et donc le capteur va plus facilement capter le débit sanguin. Et qui, à notre sens, est beaucoup plus confortable qu'une ceinture qui va comprimer, qui va être un sentiment pas forcément agréable. Donc là, vous disiez, il ne faut pas trop la serrer, c'est ça ? Parce que moi, j'ai tendance à bien la serrer. Non, il faut laisser un peu de jour. Il faut, dans l'idéal, il faut bien la serrer, mais on ne veut pas que ça devienne désagréable non plus. Ouais. Donc, c'est aussi l'avantage des bracelets comme ce que j'ai au poignet, qui est un bracelet à scratch, où on peut bien adapter le serrage et on peut le desserrer à sa guise. Et une fois qu'on a fini de courir, c'est plus confortable. Donc ça, sur la partie cardio. Et c'est vrai que c'est important aussi, parce que les coureurs qui font souvent ou les cyclistes aussi, qui font du fractionné, qui doivent vérifier les zones, ce qu'on appelle les zones de seuil bas, seuil haut, zone aérobie, etc. En fait, des fois, ça se joue à quelques battements près et mine de rien, on aime bien avoir plus de précision. Donc là, vous dites le bracelet, mais on n'a pas forcément de solution miracle pour l'analyse du poignet qui forcément est un tout petit peu imprécise. Sur la distance, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une géolocalisation, j'allais dire, au millimètre près, en étant certain, parce qu'il y a là aussi, il y a plein d'éléments qui jouent. Quand on est en ville, quand on est dans une forêt, quand il y a même un ciel un peu voilé, c'est plus compliqué d'avoir de la précision. Alors sur la précision, les montres ont bien progressé ces dernières années. On voit sur certaines courses, on arrive à 10,00 sur un 10 km ou à 21,097 sur un semi-marathon. Ça peut être la chance, parce qu'il peut y avoir des erreurs qui se compensent. On voit souvent sur les marathons que les gens ont 42,4, mais probablement qu'ils ont réellement fait 42,4 ou 42,3 parce qu'ils n'ont pas pris la ligne optimale, qu'ils ont doublé certaines personnes. Ça, c'est vrai. On a eu depuis quelques années un mode qui s'appelle double fréquence, où on va avoir 2 signaux d'un GPS. Ça s'est démocratisé sur toutes les marques. Coros, c'était d'ailleurs une des premières marques à le sortir. Et grâce à ce mode, on a une fréquence qui est encore améliorée. Une précision qui est encore améliorée. Après, on ne peut pas dire que quel que soit l'environnement, quel que soit le temps, il y a aussi les nuages qui peuvent perturber le signal, on va avoir une précision au mètre près, mais on a à aller sur un 10 km, ça va être à 100-200 mètres près, donc à 10 ou 20 à 1 ou 2%, une précision qui est très bonne. Ça, c'est important, mais c'est vrai que les coureurs sont obsédés par ça, donc c'est important. Alors, il y a une autre fonctionnalité maintenant qui est intégrée par tous les fabricants de montres, et c'est aussi sur Strava, sur toutes les applications, c'est le prédicteur de course. Alors ça, les coureurs adorent ça. C'est en gros, on vous dit à partir de vos entraînements quel chrono vous pouvez estimer pouvoir faire sur telle ou telle course. Là, moi, ce que je constate, alors j'ai pas testé chez Coros, je vais être complètement transparent, mais ce que je constate sur les différentes applis et différentes montres que j'ai testées, c'est que c'est toujours un peu, alors il y en a qui sont soit trop pessimistes, soit trop optimistes, mais ça tombe jamais très très juste, quoi. Alors il y a plusieurs choses. Il y a ce prédicteur va reposer sur l'efficacité de la fréquence cardiaque, puisqu'il se base sur la fréquence cardiaque pour faire ses estimations. Donc si vous constatez qu'à votre poignet, la fréquence cardiaque n'est pas exactement juste, le prédicteur ne va pas être exactement juste non plus. Donc si vous utilisez un brassard ou une ceinture, vous allez sans doute avoir des prédictions qui sont meilleures. Et la deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de votre entraînement, parce que les prédicteurs se basent souvent sur des séances longues qu'on appelle au seuil. Et donc sur certains coureurs ou coureuses, on a des précisions qui sont parfois incroyables. On avait sur marathon, on a 2 coureurs qui ont couru le marathon de Valence en 2h04.
Et pour l'un, on était à 5 c'est très très haut secondes niveau près. là, pour le coup. Ouais. Pour l'autre, on était à 40 secondes près. Ah oui, Donc, effectivement. on était vraiment très proches. Ouais, c'est intéressant. Alors, sur les fonctionnalités qui vont arriver en termes d'innovation, là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? La grande tendance, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de coureurs qui s'entraînent maintenant, même en utilisant, moi c'est ce que je fais régulièrement, ChatGPT ou Gemini, et puis on essaye de discuter avec l'IA. Comment est-ce que vous intégrez, vous, ces technologies-là dans vos montres? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir, je sais pas, un agent conversationnel directement embarqué, soit dans la montre, soit dans l'appli? Comment vous voyez les choses? Effectivement, sans trahir de secret, nos 3 dernières montres ont un micro. Et donc ça veut dire que potentiellement demain, on a la capacité de, comme on le fait avec d'autres objets connectés, de parler à la montre et de commander la montre. Donc ça, c'est sur la montre. Et puis dans l'application, je pense que l'intelligence artificielle, et je ne pense pas trahir de secret en disant ça, je pense que ça sera un peu chez toutes les marques, va de plus en plus analyser les performances. On a déjà des algorithmes, mais qui vont être encore enrichis. On voit que les intelligences artificielles progressent à vue d'œil. Donc on va avoir des analyses qui seront encore enrichies en termes d'analyse de fréquence cardiaque par rapport à la vitesse, des recommandations. Et l'idée, ça va être, d'aider les utilisateurs à progresser, mais aussi de les aider à ne pas en faire trop, à ne pas se blesser. Ouais. Et donc c'est là où c'est vraiment sain, c'est que si on arrive à éviter les blessures, on arrive aussi à faire progresser les gens, puisque moins ils se blessent, plus ils progressent. Ah, c'est la clé numéro 1, c'est de ne pas se blesser pour pouvoir être le plus régulier possible de toute façon, ça c'est clair. Mais c'est vrai que, alors on a beaucoup parlé des fonctionnalités, de la data. Mine de rien, ces montres, elles influencent massivement le comportement des coureurs aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une génération qui est obsédée, de sportifs obsédés par la donnée, avec voilà, vous avez votre stress score, le body battery, les prédicteurs de course. Et finalement, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas juste lâcher tout ça, se déconnecter, courir à la sensation? C'est peut-être pas à vous que je devrais demander ça, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien quand même, non? Alors nous, on a aussi une philosophie qui est de ne pas trop charger la montre en fonctionnalité pour effectivement pas trop être distrait. Nous, on a aussi la possibilité sur les montres de choisir un écran de données ou 2 écrans de données et de dire aujourd'hui, je vais partir, je vais mettre que le temps écoulé ou que l'heure. Et donc, je vais oublier la fréquence cardiaque, je vais oublier la vitesse, je vais oublier la distance. Et donc, je dirais c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. C'est très facile de configurer ces écrans de données. Et moi, par exemple, quand je fais des footings, souvent, je mets juste aujourd'hui, je ne veux pas dépasser 130 BPM parce que je veux que ce soit un footing de récupération. Et donc, j'ai rien d'autre que ça. Et la montre va m'avertir quand j'approche les 130 BPM, mais ça va m'obliger à courir lentement. Sur la marque et sur l'entreprise, pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, donc Coros, j'ai dit, c'était un des challengers dans l'ombre du géant Garmin. Comment on fait pour exister justement face à un géant qui aujourd'hui, quasiment, Garmin c'est presque devenu synonyme pour la montre. Même quand c'est pas une Garmin, on dit « Ah, t'as pris la Garmin, n'oublie pas la Garmin ». C'est compliqué aussi. Comment est-ce qu'on fait pour faire valoir sa différence finalement dans ce monde? Ouais, effectivement, nous, le motto, c'est un peu... pour des sportifs, par des sportifs. Donc on essaye vraiment d'être à l'écoute de notre communauté et de rajouter les fonctionnalités qui vont le plus demander. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un marché qui fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Nous, on a 28% de nos utilisateurs qui viennent du bouche à oreille. Donc c'est en étant proche de nos utilisateurs qu'on va essayer d'obtenir la meilleure satisfaction client et que le bouche à oreille va se faire. Et en un mot juste là-dessus, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps, mais parce que l'une des clés aussi, quand on est chez une marque, quand on est chez Garmin, ou chez Coros, ou chez Suunto ou autre, c'est on n'a pas envie de perdre toutes les données qu'on a accumulées sur les 10 années précédentes. Et moi, par exemple, c'est ce qui me freinerait pour changer de marque. On peut récupérer son historique d'une autre marque et la passer chez Coros ou chez vos concurrents? Effectivement, la loi RGPD fait que les données appartiennent aux utilisateurs. Donc vous pouvez, quelle que soit la marque, demander à la marque de vous envoyer toutes vos données. Elle vous l'envoie souvent dans un seul fichier. Et derrière, vous pouvez l'importer sur votre nouvelle application et avoir tout votre historique de données sur la nouvelle application. Bon, parfait. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce point très complet Merci sur les beaucoup pour montres l'invitation. connectées pour le sport. Quentin Auberger, directeur marketing France chez Coros. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'il y a des coureurs
parmi vous, j'imagine. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça doit vous intéresser un minimum. On peut se retrouver sur Strava notamment. Voilà, on peut continuer à discuter tech et running parce que les deux sujets sont de plus en plus entremêlés. Merci à tous pour votre écoute, pour votre attention. Et puis, dès la semaine prochaine, vous retrouverez François et moi, je serai de nouveau à ses côtés, mais de l'autre côté de la table. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Ciao. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.